Hello! Ça fait 2 ans déjà que je fais mes études d'architecture, donc là je vais passer en 3e année. C'est drôle parce qu'en fait, avant de rentrer dans ces écoles, j'avais quand même beaucoup de clichés à déconstruire, comme le fait que ça soit très matheux, très ingénieur, et donc par extension que ça soit quelque chose de très masculin, parce que dans l'univers collectif, les maths, les sciences, c'est fait pour les hommes, merci. Et en fait, quand je suis arrivée en études d'architecture, je me suis vite rendu compte qu'on était une majorité de femmes sur les bancs de l'école. C'est notamment pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. En 2 ans, j'ai quand même le sentiment d'avoir eu le temps d'engranger pas mal de connaissances, pas mal d'exemples, que ça soit au niveau de différentes périodes, de différents styles, de différentes époques, voire même de différents pays au niveau de l'architecture. Mais déjà, je me suis rendu compte que les exemples ils étaient hyper occidentaux, puis très masculins, à tel point qu'avant de faire cette vidéo, j'étais incapable de vous citer 5 architectes femmes. J'avais fait un sondage il y a quelques temps sur Instagram, je vais vous reprendre. Donc sur 350 réponses, j'ai quand même 85% de personnes qui n'étaient pas capables de citer 5 femmes architectes, sachant que je suis majoritairement suivie par des personnes qui font des études d'architecture ou qui s'y projettent. Donc je trouve ça un peu dommage, mais moi la première j'étais pas capable de le faire. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Si je vous demande de citer 5 architectes masculins, je suis sûre que même si vous n'êtes pas du tout de ce domaine là, vous serez à peu près capable de le faire. Mais si je vous demande de citer 5 femmes architectes, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est le cas d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le lien entre l'architecture et le sexisme. Bien entendu, l'architecture s'inscrit dans un système qui est déjà sexisme à la base, donc c'est normal que ça aille dans la même dynamique, sachant que l'architecture ça a quand même un fort poids au niveau du pouvoir. Notamment on peut par exemple citer ce genre de choses là, que c'est vraiment un outil pour montrer à la fois la domination, le pouvoir, mais aussi c'est un outil politique. J'ai essayé d'organiser un peu ma pensée pour cette vidéo. Je vous mettrai tout le plan en barre d'infos également sur la timelapse pour que vous puissiez comprendre un peu où on en est et suivre un peu mieux. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans un premier temps, on va parler de l'enseignement de l'architecture, de comment historiquement l'enseignement de l'architecture a été fait, puis de l'ouverture à cet enseignement pour les femmes, parce que évidemment pour pouvoir citer des femmes architectes et pour pouvoir être architecte, il faut avoir été formé pour ça. Puis dans un second temps, on fera l'état du monde du travail actuel, histoire de voir un peu comment ça a évolué. On s'interrogera sur la représentation culturelle de l'architecture, donc que ça soit aussi bien au niveau des prix, des expositions et de toute la représentation, la communication qui est faite pour le grand public. J'ai envie aux gens de s'intéresser à ce domaine-là. Au même titre que les autres arts. Pour finir, on ira un peu plus du côté de la vie quotidienne et des architectures de la vie quotidienne et des équipements faits pour et par les hommes. Alors historiquement, l'histoire de l'enseignement de l'architecture est très complexe. Il faut déjà savoir que l'architecture a été quelque chose de très empirique, basé sur tout ce qu'on a compris par exemple du climat et tout ça, et que ça s'améliorait au fil des temps. Il y a plein de communautés dans lesquelles c'est toujours comme ça, et c'est quelque chose qui est fait, en fait on construit sa propre maison, ce qui peut être considéré comme l'architecture vernaculaire, donc l'architecture sans architecte, basée sur des savoirs empiriques, etc. Donc il faut savoir qu'il y a plein de civilisations qui ont donné aux femmes le rôle de constructeurs, et plus particulièrement qui ont donné un rôle important dans l'implantation des maisons dans ce rôle-là. On peut par exemple citer en Indonésie la société matriarcale Minangkabau, je suis désolée si j'écorche les noms propres, je vous mettrai le nom tout de suite, qui est une société matriarcale, donc déjà c'est pas comparable dans le sens où c'est la femme qui détient le pouvoir, mais en fait c'est vraiment la femme qui va choisir l'implantation de la maison, puis il y a vraiment une hiérarchie au niveau des pièces où la maîtresse de maison va évoluer au sein de la maison, au sein des chambres notamment, au fil de son cycle de sa vie. Par exemple quand elle va devenir mère et tout ça, tu vas pas du tout être placée pareil dans la maison. Il y a vraiment toute une recherche et une hiérarchie là-dessus, je vous mettrai un lien si jamais ça vous intéresse, et c'est vraiment donc le pouvoir et les maisons qui se transmettent de mère en fille. On peut s'interroger pourquoi les femmes ont ce rôle de constructeur et tout ça, mais c'est peut-être aussi basé sur le fait que les femmes sont souvent renvoyées à la sphère de l'intime, à la sphère de l'espace domestique, de l'espace privé, du petit, de l'intimité. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour faire le constat que quand vous dites que vous êtes en études d'architecture ou que vous êtes architecte, beaucoup de gens vous disent mais architecte d'intérieur ou architecte, et puis là ils savent pas trop quoi mettre derrière, donc souvent ils disent architecte tout court. Et c'est vrai que en plus c'est un constat qui est beaucoup plus flagrant quand on est une femme, parce qu'on met beaucoup la femme sur le côté de la sensibilité,
accru pour la décoration, pour l'espace intérieur, intime. Donc encore une fois, la femme est renvoyée plus ou moins à sa fonction de ménagère, de maîtresse de maison, etc. Merci. Revenir un peu sur le système d'enseignement de l'architecture français. C'est un système qui s'est vachement marginalisé par rapport aux autres pays d'Europe, notamment parce que la France a vraiment voulu faire une scission entre l'architecture et le génie civil. Jusqu'en 1968, l'enseignement était assuré par les beaux-arts, au même titre que les 4 autres disciplines qui sont la gravure, la sculpture et la peinture. Donc c'était vraiment un art à part entière, contrairement au génie civil. Donc il y a vraiment une scission entre les ingénieurs et les architectes qui est beaucoup plus présente que dans les autres pays de l'Europe. En 1865 est fondée la première école à proprement parler d'architecture, donc qui est l'école spéciale d'architecture, qui est encore une école qui existe aujourd'hui, qui est la seule école privée qui est conventionnée par l'État et dont le diplôme est reconnu par l'État. Enfin, je sais pas si elle est conventionnée, mais en tout cas, le diplôme est reconnu par l'État. Il a fallu attendre 1890 pour qu'il y ait des femmes qui soient diplômées d'architecture en Europe. Puis, il a fallu attendre 1905 pour qu'une femme soit enfin acceptée aux Beaux-Arts dans la section architecture. Donc, cette femme s'appelle Julia Morgan. Et donc, elle a été diplômée en 1902. Donc il a fallu attendre un peu moins de 40 ans pour que les femmes obtiennent pour la première fois un diplôme d'architecte. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, donc il y a 19 800 étudiants dans toutes les écoles d'architecture de France et il y a 59% de femmes. Donc, belle majorité quand même. Il y a 426 doctorantes et il y a 55% de femmes. Donc ça, c'est des chiffres selon un rapport fait par le ministère de la Culture. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Maintenant, on va passer à l'état du marché du travail. Selon un rapport de l'Ordre des architectes de 2015, en 1982, les femmes représentaient 7,5% des inscrits à l'ordre, puis en 1990, 11,7%. En 2000, les femmes représentaient 16,60% de la population des architectes inscrits à l'ordre, et en 2013, elles représentaient 25%. Donc on peut déjà saluer cette belle hausse. Pour mettre un peu en lumière ces chiffres, en 2011, la proportion des femmes avocates était de 51,9% et des médecins de 40%. Donc maintenant, bien de savoir qu'il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail et inscrites à l'ordre des architectes, mais maintenant on peut se demander où elles travaillent et à quel salaire. Les femmes sont sous-représentées dans les architectes libéraux, donc c'est-à-dire dans leur propre agence et au niveau des associés, et sont surreprésentées au niveau, enfin elles représentent une plus grosse partie au niveau des emplois salariés et notamment de la fonction publique. Il faut savoir que en moyenne actuellement, une femme architecte gagne 2 fois moins que son confrère masculin. Le chiffre a tendance à baisser un peu vu qu'en 2011 il baisse à 1,83, enfin 2 fois moins. Cette inégalité est quand même à nuancer dans le sens où effectivement les plus gros salaires se situent dans les carrières longues, enfin à la fin des carrières, et que les femmes sont sous-représentées et sont de plus en plus représentées dans les jeunes générations, mais le sont beaucoup moins dans les anciennes générations. Mais aussi les femmes sont moins payées parce qu'elles ont tendance à être salariées et pas à leur propre compte. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu l'enseignement, le marché du travail, on peut aussi s'interroger sur la vision du grand public et la représentation culturelle de l'architecture au sein, par exemple, des expositions, des prix. Le reflet de la profession se fait notamment grâce aux grands noms des architectes, les archistars comme on les appelle. Ça permet de démocratiser la discipline au public et de donner aux gens l'envie de s'y intéresser. Dans les grands lieux de la culture, on voit régulièrement des expositions sur l'architecture. On a vu notamment par exemple ces derniers temps l'exposition d'Ada Rondo au Centre Pompidou, Charlotte Perriand à Louis Vuitton. Enfin bref, ça participe à donner une image globale de la profession et les grands noms de l'architecture. Voilà, donc pour vous citer une architecte connue, bah franchement le seul nom qui revient assez souvent c'est Zaha Hadid, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est une des seules personnalités qui a bénéficié on va dire de toute cette communication autour de son travail. Donc on peut se demander où sont les femmes dans tout ça, et ben je vais vous le dire. Donc dans un premier temps, on peut déjà se dire que les femmes ont été reléguées très souvent avant au statut de muse, que ça soit dans l'art en général,
Puis au 19e siècle, au statut de cliente, à partir du 19e siècle, on peut par exemple citer Edith Farnsworth, une médecin américaine qui fait construire donc la maison de verre, la maison Farnsworth qui est très connue de Zondero. Puis c'est seulement après qu'on commence à les imaginer comme véritables conceptrices, mais il faut savoir qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire, notamment les femmes ont été très invisibilisées, notamment dans les couples d'architectes. Pour vous en citer quelques-uns, donc il y a Alvar Aalto qui travaillait avec sa femme, ses deux épouses successives. Pour vous dire un peu, au milieu des années 1920, les Aalto sont devenus les premiers architectes de Finlande à adopter un style épuré du fonctionnalisme en architecture, comme le montre le projet de Eno Aalto, donc la femme de Alvar Aalto, pour le concours du pavillon finlandais de l'exposition de 1939 de New York. Il faut savoir que le clou du spectacle, c'est que c'est son mari qui a gagné le prix. Voilà. Donc elle a notamment conçu la décoration intérieure de la villa Merea, du restaurant Savoie, ainsi que le mobilier, etc. Alors il faut savoir que moi je me souviens très bien qu'on m'ait parlé de Alvar Aalto en première année dans mes cours de théorie et qu'on m'a dit Alvar Aalto c'est un des architectes qui faisait tout de la poignée de porte jusqu'à la conception de la structure. C'est bien, mais on m'a jamais dit qu'il avait travaillé avec sa femme et j'aurais bien aimé le savoir. Ensuite, si c'était que le seul, on serait très contente. C'est aussi notamment le cas de la chaise, soi-disant la chaise du Corbusier qui est très connue, qui est majoritairement une œuvre de Charlotte Perriand. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Les 100 femmes architectes dans le studio de Wright. Donc qui est très connu pour ça. Donc effectivement, dans les agences d'architecture, il faut bien se rendre compte que ces archistars, ils travaillent avec des agences qui sont constituées d'employés. Voilà. Ensuite, Mies van der Rohe a travaillé avec sa femme Lily Reich. Elle avait déjà une carrière qui était très installée avant de sortir avec Mies van der Rohe et ça a occulté totalement son travail. Ils ont été réévalués par la critique seulement au début du XXIe siècle. Il y a une femme qui a collaboré avec Kahn et encore une fois on a effacé son travail derrière cette œuvre, donc c'est Anne Ting. Encore une fois, désolée si je prononce mal les noms. Dans son travail avec Kahn, elle est souvent citée comme sa partenaire et sa muse, alors qu'on lui doit notamment le concept de City Tower qui l'a repris. Donc voilà, c'est vrai que les femmes sont souvent invisibilisées derrière des couples. Ensuite, pour vous parler du Pritzker d'architecture, donc qui est considéré comme le prix Nobel d'architecture, qui est décerné annuellement depuis 1979. Il y a eu 41 prix, et 4 fois ils ont été donnés à des femmes. Donc on va prendre le temps de citer un peu leur travail et pas seulement de dire que ce sont des femmes, ça serait dommage. Déjà, pour partir d'un exemple frappant, en 1991, il y a un prix qui a été donné à Robert Venturi qui a fait ça, pas à sa femme Denise Scott Brown. Il y a même eu une pétition en 2013 pour rétablir l'ordre qui a été signée donc par son mari et par plein d'architectes connus, Zaha Hadid, etc. Qui n'a pas donné suite parce que les jurys ont jugé que c'était pas possible de réouvrir le dossier et que ça devait être fait dans l'instant. Ils ont quand même souligné le fait qu'ils allaient plus faire attention les prochaines fois et tout ça, sachant que même dans son discours de remise de prix, il a pris soin de citer sa femme et de dire qu'il n'était rien et que son œuvre n'était rien sans elle. Je vais vous dire ses mots exacts. Il conclut son discours en remerciant afin vous aurez noté que durant cette description vaguement chronologique, j'ai de plus en plus utilisé la première personne du pluriel nous, c'est-à-dire Denise et moi. Mon expérience, mon apprentissage doit beaucoup à ma partenaire artistique Denise Scott Brown. Sans elle, je ne serais que la moitié de ce que je fais aujourd'hui. Donc la première femme à avoir le Pritzker d'architecture en 2004, donc c'est Zaha Hadid, qui a notamment fait la piscine des Jeux Olympiques de Londres en 2012, comme le Maxi, qui est un musée d'art contemporain à Rome que j'ai visité, qui est très sympa. En 2010, le prix a été attribué donc à l'agence japonaise Sana, qui est un couple. Ensuite, en 2017, il a été décerné au trio catalan RCR, situé de 2 hommes et d'une femme. Le Pritzker 2020 a été décerné à 2 femmes, donc Farrell et McNamara, qui sont 2 architectes. J'ai pris quelques notes pour vous parler un peu de leur travail, parce que c'est plus sympa que de juste vous donner des noms. Donc, elles sont associées depuis 1978. Elles ont développé une architecture aérée qui utilise des matériaux très divers, la brique, le béton, en passant par le bois. Elles ont réalisé 2 édifices en France en 2019, l'Institut des mines télécom à Saclay. Donc elles ont fait notamment des universités, des logements, elles ont un panel
de bâtiments à leur actif qui est très important. En me renseignant un peu sur elle, j'ai vu que les 3/4 des articles, qu'il y a beaucoup d'articles qui avaient été titrés « Deux femmes remportent le prix cette année ». Après, il y a des journalistes qui sont un peu plus fins et qui le mettent que seulement après. Il y a aussi beaucoup de fois le fait que le jury était pour la première fois paritaire, qui est revenu sur le fait que c'est normal que si elles ont eu leur prix, puis certains avis qui ont dit que ça a été tout simplement lié au calendrier du fait que c'était quelques jours avant la journée des droits des femmes du 8 mars. Je vous laisse faire votre avis là-dessus. Donc pour finir, la résultante de tout ça, c'est que l'architecture c'est quand même quelque chose qu'on utilise au quotidien et qui doit répondre à des usages. Et ces usages, on nous l'apprend à l'école, mais donc l'architecture est notamment basée sur le rapport au corps. Enfin, c'est très important le rapport au corps dans l'architecture. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Dans plein de domaines, les standards du corps sont masculins. Donc, par exemple, dans les accidents de voiture, les femmes sont plus blessées parce que le standard pour les ceintures, c'est c'est beaucoup plus que la moyenne des femmes. On se doute que les bâtiments répondent aux mêmes normes et il serait intéressant de, par exemple, s'interroger si ces normes sont différentes selon les objets. Super. Il serait intéressant de savoir si les objets sont designés en fonction de leur usage au niveau des stéréotypes de genre. J'ai aussi vu beaucoup de stéréotypes en faisant les recherches comme quoi les femmes étaient vachement douées pour faire donc les écoles, les crèches et tout ça, parce qu'encore une fois on les associe au métier du care, de faire attention aux autres. Une journaliste californienne qui avait dit mais dites donc à ces architectes que il serait intéressant de faire se balader ces architectes dans leur bâtiment avec des enfants, des talons et une robe. Donc encore une fois, bon, on met les caractéristiques qu'on dit comme féminins au sein de la société là-dedans, mais il est vrai que les bâtiments doivent être inclusifs pour le maximum, et j'imagine qu'il y a certaines choses dont tu ne peux pas avoir un usage convenable quand tu es avec une poussette ou quand tu es dans une certaine tenue. L'idée donc c'est de faire les bâtiments pour qu'ils soient de plus en plus inclusifs, que ça soit aussi bien pour les personnes à mobilité réduite mais aussi pour tous les usages. On sait maintenant que les villes elles sont quand même, l'urbanisme et les villes sont assez sexistes, et je pense aussi faire une vidéo là-dessus. Donc il est pas du tout aberrant de se poser la même question pour les bâtiments et de se demander si par exemple les passerelles en verre sont vraiment quelque chose de convenable. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Il paraît qu'il y a une école d'architecture qui a une passerelle en verre, j'ai pas réussi à trouver laquelle si vous savez. Ça serait dommage que la qualité architecturale prenne le dessus sur les usages. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère déjà que ça vous a plu. Par bien des manières, l'architecture est tout bêtement le reflet de la société. Par contre, quand même on a vu qu'il y avait beaucoup de choses positives dans le sens où les femmes sont de plus en plus représentées et où il y a des choses qui bougent. Donc il faut pas perdre espoir sur l'avenir, enfin j'espère. J'ai essayé de pas invisibiliser les femmes au travers de cette vidéo en les attelant à leur partenaire masculin, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans ce sujet. J'espère que ça n'a heurté personne. Pour conclure, si je pouvais donner un conseil pour cette vidéo, ça serait de chercher un peu plus loin. Quand on m'a dit en cours le prix Pritzker 2020 était décerné à 2 femmes, c'était de pas m'arrêter juste à 2 femmes, mais de chercher un peu leur travail et de comprendre un peu ce qu'elles font. Je vous invite aussi notamment à voir l'article sur Wikipédia qui est très drôle et très vrai, qui s'appelle Une femme, qui recense tous les titres de journaux et tout ça qui sont titrés une femme à nanan, une femme nanan. C'est vrai qu'on ne voit jamais un homme à blabla, enfin bref. J'espère que cette vidéo a pu vous donner envie de vous intéresser un peu plus. Si le sujet t'a intéressé, je pense faire la même chose sur l'urbanisme et sur d'autres thématiques comme ça, en faisant des vidéos un peu plus recherchées. Dis-moi dans les commentaires si tu as des idées de thématiques. Je pourrais également approfondir certains points que j'ai fait dans cette vidéo. Pour revenir sur le début, pour que tu puisses enfin citer 5 femmes architectes, je vais te mettre tout de suite des photos de femmes architectes et de leur travail. Voilà, comme ça tout sera rétabli, et même moi j'aurai appris des choses. Je terminerai sur cette citation. Ceux qui pensent à juste titre que la réussite ne doit pas être conditionnée par le genre ne doivent pas oublier que le sexisme a déjà bloqué ou gêné l'immense majorité de ces personnes talentueuses. Ne pas rétablir cet équilibre ne fait qu'encourager une vision appauvrie de l'architecture, du design.